Chapitre 1. La fondation, Byron Hardin se tenait dans la galerie vide, ajustant l'éclairage sur son dernier modèle architectural, un complexe d'habitation durable pour les familles à faible revenu, les bâtiments miniatures projetaient de longues ombres sur la table blanche, chaque détail avait été méticuleusement façonné au cours de 6 mois de travail minutieux. À 42 ans, Byron avait bâti sa réputation sur la précision, la patience et une attention presque obsessionnelle aux détails. Ces mêmes qualités avaient autrefois fait de lui un père et un mari dévoué. Le propriétaire de la galerie, Lawrence McGraw, tournait autour de l'exposition avec une admiration sincère. Byron, c'est exceptionnel. La Green Horizon Foundation financera cela, sans aucun doute. Tu vises un projet de 84 million. Byron s'autorisa un rare sourire. Après 3 ans à reconstruire sa vie à partir de ruines, ce projet représentait plus qu'un succès professionnel. C'était la preuve que la destruction n'était pas permanente. Il avait appris cette leçon à la dure. Merci, Lawrence. J'apprécie que tu m'aies donné une chance quand la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Lawrence balaya cela d'un geste. Ton travail parle de lui-même. Cette laideur d'il y a 3 ans. N'importe qui avec un demi-cerveau pouvait voir que c'était des absurdités. À ce propos, j'ai entendu que ton appel avait été approuvé. Le juge Ramirez examine l'affaire. L'expression de Byron se durcit légèrement. Le mois prochain, mon avocat, Christophe Edwards, a enfin réussi à faire admettre les preuves. Ça a pris 3 ans pour que quelqu'un examine ce qui s'est réellement passé au lieu des accusations. La conversation fut interrompue par le bourdonnement du téléphone de Byron, un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. « Monsieur Hardin, c'est Cathy Henson de l'hôpital Memorial. Votre fille, Whitney, est aux urgences. Elle vous demande. » L'estomac de Byron se noua. Malgré tout, Whitney était toujours sa fille. « J'arrive. » 20 minutes plus tard, Byron franchit les portes de l'hôpital, l'esprit en ébullition. Il n'avait pas vu Whitney Hardin depuis 3 ans, pas depuis le procès qui avait déchiré sa vie, le procès où sa fille, alors âgée de 15 ans, avait témoigné à travers des larmes soigneusement orchestrées qu'il l'avait maltraitée physiquement pendant des années, où elle avait décrit des côtes cassées, des bleus, d'innombrables incidents de violence qui n'avaient jamais eu lieu. La salle d'audience avait été un théâtre de mensonges orchestré par son ex-femme, Tracy Hardin, et son avocate, une femme vicieuse nommée Dina Olson. Whitney avait sangloté à la barre, décrivant des blessures que les dossiers hospitaliers n'avaient jamais documentées, des témoins qui n'existaient pas, un règne de terreur qui était pure fiction. Byron avait tout perdu. La garde. Bien sûr, il avait été jugé inapte même pour des visites supervisées. Son cabinet d'architecture, Crawford & Hardin, avait été dissous quand son associé, Gary Crawford, n'avait pas pu supporter la publicité. Sa réputation en lambeaux, ses amis avaient disparu, même son frère, René Mercado, avait initialement gardé ses distances, croyant que là où il y avait de la fumée, il y avait du feu. Une seule personne l'avait soutenu, son ancien colocataire d'université, Marco Ramsey, un détective privé qui avait insisté dès le premier jour que l'histoire ne tenait pas debout. Marco avait travaillé sur l'affaire gratuitement, fouillant dans les dossiers, trouvant des incohérences. C'était Marco qui avait découvert les messages, textes supprimés, les sessions de coaching, les motivations financières. Mais à ce moment-là, Byron avait déjà été condamné dans le tribunal de l'opinion publique. Maintenant, en approchant du bureau des urgences, il se demandait quel nouvel enfer l'attendait. L'infirmière le dirigea vers la chambre 7. À l'intérieur, Whitney était allongée dans le lit d'hôpital, le visage pâle, les yeux creux. À 18 ans, elle était devenue une jeune femme, mais il y avait quelque chose de brisé dans son expression qui allait au-delà d'une blessure physique. « Papa !» elle murmura et se mit à pleurer. Byron se tenait dans l'embrasure de la porte. Tous ses instincts, en conflit intérieur, une partie de lui voulait consoler sa fille. Une autre partie, celle qui avait passé 3 ans en exil, restait méfiante. Que s'est-il passé ? « Whitney, je suis tombée dans les escaliers chez le petit ami de maman. Je pense que mon poignet est cassé. » Elle marqua une pause, les larmes coulant sur son visage. « Papa, je dois te dire quelque chose. Je dois... » La porte s'ouvrit violemment. Tracy Hardin fait l'éruption. Le visage tordu de fureur. Elle avait mal vieilli. L'amertume avait creusé des lignes autour de sa bouche, et ses yeux avaient une qualité maniaque que Byron ne se rappelait pas de leur mariage. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Tracy grogna. « Tu n'as aucun droit. L'hôpital m'a appelé. » Byron dit calmement. « Je suis toujours son père. » Tracy, tu n'es rien pour elle ? Tu n'es rien pour nous ? Tracy attrapa possessivement la main de Whitney. « Allez,
Bébé, on s'en va. Tu n'as pas besoin de lui parler ?» Mais Whitney se dégagea. « Maman, arrête. »« Whitney, on en a parlé. Il est dangereux. »« Maman, arrête. » Le cri résonna dans la petite chambre. Une infirmière passa la tête, inquiète. Mais Whitney lui fit signe de partir. « Je ne peux plus faire ça, » dit Whitney, la voix brisée. « Je ne peux plus continuer à mentir. » Le visage de Tracy blêmit. « Tu es confuse ? Tu t'es cogné la tête ?»« Je ne me suis pas cogné la tête. »« Maman, je suis juste tombée et j'en ai marre. J'en ai tellement marre de tout ça. » Whitney regarda Byron, les larmes coulant sur son visage. « Papa, je dois te dire la vérité. » Le cœur de Byron battait la chamade. C'était le moment que Marco avait prédit qu'il pourrait arriver un jour, le moment où le poids des mensonges devenait trop lourd à porter. « Whitney, ne fais pas ça !» Tracy siffla, la voix venimeuse. « Tu sais ce qui se passe si tu… » « Qu'est-ce qui se passe ?» Byron interrompit, la voix tranchante. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Tracy… La bouche de Tracy s'ouvrit et se ferma. Pour la première fois en des années, Byron vit de la peur dans ses yeux. Avant que Whitney puisse parler, un homme apparut dans l'embrasure de la porte, la cinquantaine. Costume coûteux, yeux froids. Vincent Hancock. Byron le reconnut d'après l'enquête de Marco, le petit ami de Tracy depuis 2 ans, un promoteur immobilier avec une réputation pour couper les coins ronds et écraser les concurrents. « Tout va bien ici ?» Vincent demanda. Mais son ton suggérait que ce n'était pas une question. « On s'en va ?» dit Tracy rapidement. « Whitney a besoin de repos. En fait, l'infirmière intervint, revenant avec un porte-bloc. Nous l'admettons pour la nuit en observation. Protocole pour commotion cérébrale possible. » La mâchoire de Vincent se serra. « Ce n'est pas nécessaire. » Politique de l'hôpital. « Monsieur, » répondit fermement l'infirmière. Byron observa les dynamiques se dérouler. Tracy avait peur. Vincent était en colère. Et Whitney avait l'air de se noyer. « J'aimerais rester avec ma fille, » dit Byron calmement. « Absolument pas. » Tracy commença. « Maman, s'il te plaît. » Whitney interrompit. « Allez-vous-en. Tous les deux, j'ai besoin d'espace. » Après une confrontation tendue, Tracy et Vincent partirent, mais pas avant que Tracy n'ait lancé à Byron un regard de pure haine. L'infirmière, sentant la tension, se positionna comme un tampon subtil avant de sortir aussi pour leur donner de l'intimité. Byron tira une chaise à côté du lit de Whitney. « Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit que tu n'es pas prête à partager. »« Si, je dois, » murmura Whitney, avant de perdre mon courage à nouveau. « Papa, tout ce que j'ai dit au procès, c'était des mensonges. Tu ne m'as jamais fait de mal. Pas une seule fois ?» Byron avait attendu 3 ans pour entendre ces mots. Mais au lieu du soulagement, il ne ressentit qu'une profonde tristesse douloureuse. « Pourquoi ? Whitney, pourquoi as-tu fait ça ?» Et elle lui raconta, chapitre 2. Le plan, la confession de Whitney se déroula au cours de l'heure suivante. Chaque révélation plus troublante que la précédente. Ça avait commencé 4 ans plus tôt quand Tracy avait entamé son aventure avec Vincent Hancock. Byron avait été trop concentré sur le travail pour remarquer les signes. Trop confiant pour voir ce qui se passait dans sa propre maison. Tracy avait voulu divorcer, mais il y avait un problème, l'accord prénuptial que le père défunt de Byron avait insisté pour inclure en cas d'adultère. Tracy recevrait un règlement minimal, une clause que le père de Byron avait sagement ajoutée après avoir vu l'infidélité de sa propre mère détruire le mariage de ses parents. Vincent avait offert une solution, il avait des connexions, y compris une avocate impitoyable nommée Dina Olson, qui se spécialisait dans les cas de garde hautement conflictuels. La stratégie était simple mais dévastatrice. Si Byron pouvait être dépeint comme abusif, le prénuptial serait invalidé. Tracy obtiendrait la maison, une pension alimentaire substantielle et la garde complète. Plus important encore, la réputation de Byron serait détruite, garantissant qu'il ne pourrait pas riposter. « Maman et Dina m'ont coaché pendant des mois. » Dit Whitney, la voix creuse. Elles m'ont dit exactement quoi dire. Comment pleurer ? Quand faire une pause pour les faits ? Dina a dit que les juges croient toujours les enfants. Surtout les filles. Elles ont créé toute une chronologie d'abus qui n'ont jamais eu lieu. Les côtes cassées dont tu as témoigné, dit Byron calmement, les dossiers hospitaliers étaient faux. Pas faux exactement, c'était des dossiers, mais de quand je suis vraiment tombé de vélo à 12 ans. Dina les a manipulés d'une manière ou d'une autre, changé les dates, créé de la confusion, et personne n'a vraiment vérifié parce que, elle s'interrompit. Parce que tout le monde voulait croire le pire à mon sujet, compléta Byron. Whitney hocha la tête misérablement. « Je suis tellement désolé. Papa, j'avais 15 ans.
Et maman n'arrêtait pas de dire qu'on perdrait tout si je ne l'aidais pas. Elle disait que tu t'en sortirais, que tu rebâtirais. Elle faisait sonner ça comme si c'était juste des affaires, comme si ça ne détruisait pas ta vie. Byron étudia le visage de sa fille, voyant la culpabilité et la honte gravées là. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? L'expression de Whitney s'assombrit. Vincent, au début, il était gentil avec moi, il m'achetait des choses, était amical. Mais après le procès, après que maman ait tout obtenu, il a changé. Il a commencé à faire des commentaires sur combien je coûtais, comment j'avais été utile, mais maintenant j'étais juste une dépense. Ensuite, les commentaires sont devenus pires. Quel genre de commentaires? Whitney détourna le regard. Des commentaires inappropriés. Sur comment je devenais attirante? Comment je devrais lui être reconnaissante? Le mois dernier, il a essayé d'entrer dans ma chambre la nuit. Maman était sortie avec des amis et il était ivre. J'ai verrouillé ma porte et le lendemain matin, il a agi comme si rien ne s'était passé. Je sais ce qu'il avait l'intention de faire. Les mains de Byron se serrèrent en poing. L'as-tu dit à ta mère? J'ai essayé. Elle ne m'a pas cru. Ou n'a pas voulu me croire. Elle a dit que j'étais dramatique, que Vincent ne ferait jamais ça, que j'essayais juste de causer des problèmes. La voix de Whitney se brisa. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne se souciait pas vraiment de moi. Elle ne l'a jamais fait. J'étais juste un outil, une arme à utiliser contre toi. Byron prit une profonde inspiration, forçant la rage à descendre. La chute aujourd'hui, c'était vraiment un accident. Whitney hésita. Je fuyais Vincent. Il avait encore bu. Maman n'était pas à la maison. Il m'a coincé en haut et je l'ai poussé pour passer. C'est là que je suis tombé dans les escaliers. Il m'a conduite à l'hôpital et est parti immédiatement. Il n'est même pas resté pour s'assurer que j'allais bien. Nous devons documenter ça, dit Byron. Nous devons... Papa, non. Whitney interrompit. Tu ne comprends pas? Si je rétracte mon témoignage, Dina a dit que je pourrais être accusé de parjure. Je pourrais aller en prison? Et maman et Vincent, ils ont des enregistrements. De Dina me coachant, mais dans les enregistrements, elle a fait en sorte que ça sonne comme si j'étais celle qui mentait sur ton innocence. Et qu'elle essayait de me faire dire la vérité sur les abus. Elle l'a mis en place comme assurance. Si j'essayais un jour de le rétracter, elle utiliserait ces enregistrements pour faire paraître que toi, ou quelqu'un, me forçait à mentir maintenant, que le témoignage original était vrai. L'esprit de Byron s'emballa, c'était plus sophistiqué qu'il n'avait imaginé. Dina Olsen avait créé un piège parfait, damné si Whitney rétractait, damné si elle ne le faisait pas. Il y a plus. Whitney dit calmement, Vincent a des problèmes financiers, de graves problèmes. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Je l'ai entendu au téléphone, parlant de besoin d'un gros coup, et il mentionne sans cesse ton nom. Mon nom? Pourquoi? Je ne sais pas exactement, mais je l'ai entendu dire quelque chose sur le projet de Hardin. Et prendre ce qui aurait dû être à moi. Papa, je pense qu'il prépare quelque chose. Le sang de Byron se glaça. Le projet de la Green Horizon Foundation. Wadia, 84 millions d'euros en financement, sa première grande commande en 3 ans. Vincent Hancock était un promoteur immobilier qui avait été enquêté plusieurs fois pour fraude, mais jamais condamné. Pourrait-il planifier de saboter ou de voler le projet de Byron? Son téléphone bourdonna. Marco Ramsey. Je dois prendre ça, dit Byron. Sortant dans le couloir, Byron. Nous avons un problème. Marco dit sans préambule. J'ai surveillé Tracy et Vincent comme tu me l'as demandé. Vincent vient de rencontrer quelqu'un de très intéressant, André Medina, un commissaire à l'urbanisme. Le même commissaire qui votera sur les permis de ton projet Green Horizon. De quoi parlait-il? Je n'ai pas pu m'approcher assez pour entendre, mais de l'argent a changé de main. Beaucoup. Et Byron? André Medina est le cousin de Dina Olson. Les pièces s'assemblèrent. Ce n'était plus seulement à propos du passé. Vincent et Tracy travaillaient activement à détruire l'avenir de Byron. Utilisant le même réseau qui avait détruit son passé. Il y a plus, continua Marco. J'ai trouvé autre chose en fouillant dans les vieux dossiers. L'hôpital où Whitney était censé avoir été traité pour toutes ses blessures, l'administrateur qui a authentifié ses dossiers était Eddie Vaughn. Il a été viré 6 mois après ton procès pour falsification de documents médicaux dans une affaire de fraude à l'assurance. Byron. Ça va plus profond que nous le pensions. L'esprit architecte de Byron travaillait déjà, construisant une structure de vengeance aussi soigneusement planifiée que n'importe quel bâtiment qu'il concevait, mais contrairement à ces bâtiments, cette structure serait conçue pour s'effondrer, emportant ses ennemis avec elle. « Marco, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » En fait, plusieurs choses. Tandis que Byron esquissait son plan, il sentit une clarté froide s'installer sur lui.
Pendant 3 ans, il avait été réactif, défensif, essayant de prouver son innocence. C'était fini. Maintenant, il allait être proactif, il allait être l'architecte de leur destruction, et il allait le construire si soigneusement qu'il ne le verrait pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand il revint dans la chambre de Whitney, il la trouva dormant d'un sommeil agité. Il s'assit à côté de son lit, regardant son visage. Encore sa fille. Malgré tout, elle avait été manipulée, utilisée et maintenant abusée par les mêmes personnes qui prétendaient la protéger. Son téléphone bourdonna à nouveau. Un texto d'un numéro inconnu. « Reste loin de Whitney. C'est ton seul avertissement ? VH ?» Byron sourit froidement et supprima le message. Vincent Hancock venait de commettre une erreur critique. Il avait révélé qu'il surveillait, qu'il était inquiet, que Byron était une menace. Bien, tu devrais être inquiet, parce que Byron Hardin était sur le point de lui montrer ce qui se passe. Quand on détruit la vie d'un architecte, on lui donne rien à perdre, tout le temps du monde, et un désir ardent de construire quelque chose de nouveau, même si ce quelque chose est de la vengeance. Le lendemain matin, Byron s'assit dans le bureau du centre-ville de Christophe Edwards, regardant son avocat examiner l'enregistrement que Whitney avait fait sur son téléphone la nuit précédente. Avant de s'endormir, elle avait tremblant documenté sa confession, ainsi que tout ce qu'elle savait sur les manigances de Vincent, Tracy et Dina. Christophe, un homme aux yeux perçants dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et une réputation impeccable, écouta l'enregistrement entier 2 fois avant de parler. « C'est explosif », dit-il enfin, mais aussi compliqué. L'admission de parjure de Whitney, les allégations de coaching, les menaces de Vincent, tout est là. Mais Dina Olsen est un serpent. Byron. Si elle a vraiment des enregistrements d'assurance, elle les utilisera. Et des accusations de parjure contre Whitney seraient dévastatrices. Même si elle était mineure quand c'est arrivé, je ne suis pas intéressé à ce que Whitney soit punie, dit fermement Byron. Elle avait 15 ans et était manipulée par sa mère et une avocate corrompue. Je veux que les personnes réellement responsables paient noble. Mais difficile, nous aurions besoin de preuves concrètes du coaching de Dina antérieur au procès, de preuves des dossiers médicaux falsifiés, de documentation des menaces de Vincent. Et si nous avions tout ça ? Byron interrompit. Christophe haussa un sourcil. L'avons-nous ? Nous l'aurons. Marco y travaille déjà, mais j'ai besoin de tes conseils sur autre chose. Mon projet Green Horizon, il y a un complot pour le saboter. Le commissaire André Medina est impliqué, probablement en prenant des pots de vin de Vincent Hancock pour refuser mes permis. Peux-tu prouver ça ? Pas encore, mais j'ai un plan. Byron se pencha en avant. Et si nous les laissions penser qu'ils réussissent ? Et si nous leur donnions exactement ce qu'ils veulent ? Christophe étudia Byron attentivement. Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Au cours des 30 minutes suivantes, Byron esquissa sa stratégie. C'était risqué, potentiellement illégal par endroits, et nécessitait un timing parfait. Mais Christophe, qui avait vu trop de personnes innocentes détruites par des systèmes corrompus, se trouva hochant la tête. « Tu as changé », observa Christophe. « Il y a 3 ans, tu voulais prouver ton innocence par les canaux appropriés. Maintenant, tu parles de poser des pièges élaborés ? Il y a 3 ans, je croyais que le système fonctionnait, » répondit Byron. « Puis, le système m'a détruit, tout en protégeant les personnes qui ont menti. Je crois toujours en la justice. Christophe, j'ai juste appris que parfois il faut la construire soi-même. Et si ça explose à ta figure ? L'expression de Byron se durcit. Alors je n'aurai rien de moins que ce que j'ai maintenant. Ils ont déjà tout pris. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre d'autre ? Christophe soupira. D'accord, j'aiderai où je peux, dans les limites légales, mais Byron, sois prudent. La vengeance est une fondation dangereuse sur laquelle construire s'attend à s'effondrer de manière inattendue. Je ne construis pas sur la vengeance, corrigea Byron. Je construis sur la vérité. La vengeance n'est que le style architectural. Cet après-midi-là, Byron rencontra Marco Ramsey dans un café tranquille d'un quartier où aucun d'eux ne serait reconnu. Marco fit glisser un dossier sur la table. Eddie Vaughn, l'administrateur de l'hôpital qui a authentifié les faux dossiers de Whitney, il n'a pas juste disparu après avoir été viré. Il travaille dans une clinique privée au Nevada, falsifiant encore des dossiers pour le bon prix. J'ai un contact qui peut témoigner de ça. Bien. Et André Medina, le commissaire Medina a des goûts coûteux et un problème de jeu. Il est endetté auprès de personnes très désagréables. Vincent Hancock a payé ses dettes en échange de votes favorables sur ses projets de développement. Le pot de vin que j'ai vu hier, ce n'était que le dernier versement. Pouvons-nous documenter la connexion ? Marco sourit. Déjà fait. J'ai une amie au bureau du commissaire, Paula Haley,
une employée qui documente la corruption de Medina depuis des mois, espérant que quelqu'un le fasse enfin tomber. Elle est prête à témoigner et à fournir de la documentation. C'est dangereux pour elle. Elle le sait, mais elle en a marre de le voir vendre la ville. Certaines personnes croient encore à faire ce qui est juste. Byron sentit une lueur de chaleur. Il avait passé 3 ans convaincu que tout le monde était corrompu, que la confiance était stupide. Marco, et maintenant Paula, lui rappelaient que ce n'était pas vrai. Et les enregistrements d'assurance de Dina Olsen. L'expression de Marco s'assombrit. C'est plus délicat. Dina est intelligente. Elle garde le matériel sensible dans un coffre-fort à son bureau à domicile. Mais j'ai un contact, Bud Horton, qui se spécialise dans, disons, la récupération d'informations. Pour le bon prix, il peut accéder à ce coffre-fort. C'est une effraction. Oui, c'est pourquoi tu ne vas pas connaître les détails de comment nous obtenons les enregistrements. Déni plausible. Byron. Je m'occuperai des zones grises. Concentre-toi sur la construction de l'affaire. Byron hocha lentement la tête. Il n'était pas naïf. Il savait que Marco offrait de franchir des lignes que Byron ne pouvait pas franchir lui-même. Au moins pas publiquement. Une partie de lui détestait avoir besoin de ce genre d'aide. Une autre partie reconnaissait que ses ennemis avaient déjà franchi toutes les lignes imaginables. Il y a une chose de plus. Marco dit, sortant un autre dossier, les problèmes financiers de Vincent Hancock sont pires que ce que Whitney sait. Il n'est pas juste endetté, il dirige un schéma de Ponzi. Ses développements immobiliers sont financés en empruntant à de nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Tout est tenu ensemble avec du scotch et des mensonges. Quand ça s'effondrera, beaucoup de gens perdront tout. Combien de temps avant que ça s'effondre? Ça dépend s'il peut décrocher un gros projet, disons, voler ton projet Green Horizon et retourner les contrats. Il pourrait maintenir le schéma encore 1 an, mais si quelque chose perturbe son flux de trésorerie, Marco haussa les épaules, château de cartes s'effondre. Byron sentit le plan se cristalliser dans son esprit. La vulnérabilité de Vincent était financière, la vulnérabilité de Tracy était sa dépendance à Vincent. La vulnérabilité de Dina était sa réputation et les preuves de sa corruption. La vulnérabilité d'André Medina était ses dettes de jeu et sa peur de l'exposition. Et Byron, sa force était la patience, la planification et la capacité à voir comment toutes les pièces s'assemblèrent. « D'accord », dit Byron. « Voici ce que nous allons faire. » Ce soir-là, Byron reçut un visiteur inattendu dans son modeste appartement. René Mercado se tenait dans le couloir, l'air mal à l'aise. « Puis-je entrer ?» demanda son frère. Byron hésita, puis s'écarta. René avait 2 ans de moins, un avocat d'entreprise prospère qui s'était initialement distancé après le procès. Il s'était quelque peu réconcilié au cours de l'année passée, mais la relation restait tendue. « J'ai entendu que Whitney est à l'hôpital, » dit René, « et que tu étais là. Les nouvelles voyagent vite. Tracy m'a appelée, furieuse. Elle m'a demandé de te parler, de te dire de rester loin de Whitney. » René marqua une pause. « Mais ce n'est pas pourquoi je suis là. Byron, je te dois des excuses. De vraies excuses. » Byron haussa un sourcil. « Tu t'es déjà excusé ?» J'ai dit les mots. « Mais je ne pense pas avoir vraiment compris ce que tu as traversé jusqu'à récemment. J'ai pris une affaire, un père accusé d'abuser de ses enfants. Les preuves étaient minces, les accusations étaient coachées et je pouvais voir exactement ce qui se passait. Et j'ai réalisé, c'était toi, il y a 3 ans, c'était exactement ce qui t'est arrivé. Et je ne t'ai pas cru, ton propre frère. » La voix de René se brisa. « Je suis désolé, Byron. Je suis tellement désolé. Bon sang, j'aurais dû te soutenir, j'aurais dû me battre pour toi. Au lieu de ça, j'ai protégé ma réputation et je t'ai laissé affronter ça seul. » Byron sentit quelque chose de dur en lui s'adoucir légèrement. « Tu es là maintenant? Je veux aider, quoi que tu prévois. Et Marco ne me dira pas les détails, mais je sais que tu prévois quelque chose. Je veux aider. Je suis un bon avocat? Byron, laisse-moi utiliser ça pour toi. » Byron étudia son frère. La confiance était difficile, surtout après une trahison. Mais le regret de René semblait sincère, et Byron avait besoin de tous les alliés possibles. « Peux-tu accéder au dossier judiciaire sans éveiller les soupçons ?» demanda Byron. « Ça dépend des dossiers, mais probablement... » « Quel... » « J'ai besoin de tout sur les affaires passées de Dina Olsen. Règlement. Accusations. Plainte au barreau. Tout. Si elle m'a fait ça à moi, elle l'a fait à d'autres. » René hocha lentement la tête. « Tu construis un pattern, je construis une affaire, une vraie. Et quand j'aurai fini, Dina Olsen, Vincent Hancock et tous ceux qui les ont aidés à détruire ma vie vont faire face aux conséquences. Et Tracy, l'expression de Byron se durcit, c'est la mère de Whitney,
mais c'est aussi la personne qui a coaché notre fille à mentir, qui a détruit notre famille pour de l'argent. Elle fera face à des conséquences aussi justes des différentes. René resta silencieux un moment. Tu as changé, Byron. Tu croyais aux secondes chances? Au pardon? Je crois toujours aux secondes chances, répondit Byron, pour les personnes qui les méritent, pour des personnes comme Whitney, qui ont été manipulées et essayent de réparer, mais aussi Vincent, Dina. Ils n'ont pas fait une erreur, ils ont exécuté un plan pour me détruire. Ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne, c'est quelque chose qu'on répond, tandis que René partait, promettant de commencer à tirer les dossiers immédiatement. Byron se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant la ville. Quelque part là-dehors, ses ennemis étaient confortables, confiants, croyant qu'ils s'en étaient tirés. Ils avaient tort. La fondation de la vengeance de Byron était posée. Maintenant, il était temps de commencer à construire. Chapitre 4. Le cadre. 2 semaines plus tard, Byron entra dans la réunion de la commission d'urbanisme avec Lawrence McGraw à ses côtés. Le propriétaire de la galerie était devenu plus qu'un associé en affaires. Il était un véritable ami qui avait garanti pour Byron quand peu d'autres l'auraient de fait. Nerveux, murmura Lawrence. Non, répondit Byron, et c'était vrai. Il se sentait calme, concentré, comme un joueur d'échecs qui avait vu 20 coups à l'avance. La présentation du projet Green Horizon se déroula sans accroc. Le design de Byron pour des logements durables à faible revenu était innovant. Rentable, et exactement ce dont la ville avait besoin. Les représentants de la fondation étaient clairement impressionnés, hochant la tête tandis que Byron expliquait les caractéristiques environnementales, les espaces communautaires, l'intégration avec les transports publics, puis vint le vote de la commission. André Medina s'éclaircit la gorge, son expression soigneusement neutre, bien que j'apprécie le design innovant de M. Hardin. J'ai des préoccupations sur l'intégrité structurelle et si ce projet sert vraiment les intérêts de la ville, c'était une tactique de retardement transparente. 2 autres commissaires, clairement influencés par Medina, firent écho à ses préoccupations. Le vote fut reporté en attendant un examen supplémentaire. Byron maintint son calme. Même si Lawrence bouillonnait à côté de lui, c'était attendu. C'était parti du plan. Tandis qu'il quittait le bâtiment, Byron repéra Vincent Hancock dans le hall, parlant au téléphone. Leurs regards se croisèrent. Vincent sourit avec suffisance, un air de satisfaction arrogante qui fit bouillir le sang de Byron. Mais Byron se contenta de hocher poliment la tête et passa devant. « Ce fils de pute !» murmura Lawrence. « Tout le monde sait que Medina est de corrompu, mais personne ne peut le prouver. »« Pas encore !» dit Byron calmement. Ce soir-là, Byron rencontra Marco au bureau du détective privé Bud Horton. Le spécialiste en récupération d'informations de Marco était déjà là, un homme maigre dans la soixantaine avec des yeux prudents et des mouvements méthodiques. « J'ai ce dont tu as besoin », dit Bud sans préambule. Posant un petit disque dur sur le bureau, le coffre-fort de Dina Olsen contenait exactement ce que tu pensais. Des enregistrements d'elle coachant plusieurs clients à fabriquer des allégations d'abus, des polices d'assurance. Elle les appelait « Elle mène cette arnaque depuis presque une décennie ». Byron se sentit justifié, mais aussi écœuré. Combien de familles Dina avait-elle détruites? Combien de personnes innocentes avait-elle aidé à faire condamner? Il y a plus, continua Bud, des dossiers financiers montrant des paiements de Vincent Hancock à Dina Olsen, datés de 2 mois avant ton procès, listés comme frais de consultation. Il y a aussi des dossiers de paiement à Eddie Vaughn, l'administrateur de l'hôpital. Ça prouve la conspiration, dit Marco, les yeux brillants. Ça prouve qu'elle est une criminelle, corrigea Byron. Mais nous devons être prudents sur comment nous utilisons ça. Si Dina soupçonne que nous avons ces enregistrements, elle détruira les preuves et disparaîtra. Alors, quel est le coup? Demanda Bud. Byron sortit son téléphone et passa un appel. Whitney, c'est papa. Es-tu quelque part en privé? Au cours des 2 semaines passées, Byron avait soigneusement reconstruit sa relation avec sa fille. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois, toujours dans des lieux publics, travaillant progressivement sur le traumatisme des 3 années passées. Whitney voyait une thérapeute, que Byron payait sans que Tracy le sache. Et elle trouvait lentement son courage. « Je suis dans ma chambre », dit Whitney. « Maman et Vincent sont en bas en train de se disputer. Ça arrive beaucoup ces derniers temps. À propos de quoi? De l'argent. Vincent est en colère à propos de quelque chose lié à un accord commercial. Il n'arrête pas de dire qu'il était censé avoir les contrats Green Horizon maintenant, que Medina ferait mieux de livrer ou il y aura des problèmes. Byron sourit froidement. « Whitney, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose qui pourrait être difficile.
N'importe quoi. Papa, je veux aider à réparer ça. J'ai besoin que tu commences à enregistrer des conversations. Chaque fois que Vincent parle de ses affaires, chaque fois que ta mère me mentionne, ou le procès, chaque fois que Dina visite. J'ai besoin que tu le documentes. Il y eut une pause. Maman me tuera si elle le découvre. Je sais, c'est pourquoi tu dois être prudente. Garde ton téléphone dans ta poche. Utilise une app activée par la voix. Si ça devient trop dangereux, arrête immédiatement. Ta sécurité est plus importante que les preuves. Non, Whitney dit fermement. Ma sécurité n'était jamais plus importante que les preuves pour eux. Ils m'ont mise à la barre et m'ont fait mentir pour te détruire. Je peux faire ça? Papa, je veux faire ça? Après que l'appel se soit terminé, Marco haussa un sourcil. Utilisez ta fille comme opératrice. C'est froid? Byron. Elle s'est portée volontaire et elle mérite une chance de réparer ça, de reprendre un peu de contrôle. Byron croisa le regard de Marco. De plus, je ne la mets pas en danger. Je lui donne les outils pour se protéger et exposer la vérité. Il y a une différence, si tu le dis, répondit Marco. Pendant ce temps, René a livré sur l'historique des affaires de Dina. Tu vas vouloir voir ça? Le dossier que Marco tendit était épais, des années de plaintes, d'accusations et de patterns suspects. Dina Olsen avait représenté des dizaines de clients dans des disputes de garde et dans près de 70% des cas, des allégations d'abus contre des pairs avaient mystérieusement émergé pendant les procédures. De multiples plaintes ont été déposées au barreau, mais Dina avait toujours réussi à dévier ou à régler discrètement. Mais une affaire se distinguait. 5 ans plus tôt, un homme nommé Howard Peck avait perdu la garde de ses 2 fils sur la base des allégations d'abus de son ex-femme. Howard avait maintenu son innocence, mais comme Byron, il avait été détruit. Contrairement à Byron, Howard n'avait pas survécu aux conséquences. Il s'était suicidé 18 mois après le procès. Byron se sentit malade en lisant le dossier. Le frère d'Howard avait essayé de poursuivre des réclamations pour mort injustifiée contre Dina, mais l'affaire avait été rejetée. Le frère, Arthur Peck, était listé comme vivant encore dans la ville. « Je veux lui parler », dit Byron, à Arthur Peck. « Pourquoi ? Parce que si nous construisons une affaire contre Dina, l'histoire d'Howard Peck mérite d'en faire partie. Et parce qu'Arthur pourrait avoir des informations que nous pouvons utiliser. » Marco hocha la tête. « Je vais arranger ça. » 3 jours plus tard, Byron s'assit en face d'Arthur Peck dans un dîner tranquille. Arthur était dans la 60aine, cheveux gris et l'air fatigué. Mais ses yeux s'aiguisèrent quand Byron expliqua qui il était. « Tu es l'architecte? Je me souviens de ton affaire. Tout le monde disait que tu étais coupable. » « Tout le monde avait tort, » répondit Byron, « tout comme ils avaient tort à propos de ton frère. » Les mains d'Arthur se serrèrent autour de sa tasse de café. Howard était l'homme le plus gentil que j'ai connu. Il aimait ses garçons plus que tout. Quand sa femme l'a accusé de les blesser, je savais que c'était un mensonge, mais personne n'écoutait. Dina Olsen a créé ce récit, et le juge a cru chaque mot. Sais-tu pourquoi sa femme a fait ces accusations? De l'argent et de la vengeance. Howard avait réussi en affaires, et sa femme, Mildred, voulait tout dans le divorce. Elle a rencontré Dina par une amie, et Dina a vu une opportunité. Les allégations d'abus ont donné du levier à Mildred. Howard a perdu la garde, perdu sa réputation en affaires, perdu tout. Il ne pouvait pas le supporter. 6 mois après que son dernier appel ait été refusé, La voix d'Arthur se brisa. « Je suis désolé, » dit Byron calmement. « Arthur, je construis une affaire contre Dina Olsen. Une vraie affaire, avec des preuves de son pattern de coaching de clients pour fabriquer des allégations d'abus. Je ne peux pas ramener Howard, mais je peux m'assurer que Dina fasse face aux conséquences pour ce qu'elle lui a fait et à d'autres. » Arthur leva les yeux vivement. « Tu as des preuves? »« Oui, et j'en rassemble plus. Mais je dois demander, as-tu de la documentation de l'affaire d'Howard? N'importe quoi qui pourrait montrer l'implication de Dina dans la création des allégations. J'ai tout, les journaux d'Howard, ses notes légales, des enregistrements de conversations avec sa femme où elle a glissé et référencé des choses que Dina lui avait dit de dire. Je l'ai tout gardé, espérant qu'un jour quelqu'un écouterait. » Les yeux d'Arthur se remplirent de larmes. « Peux-tu vraiment faire ça? Peux-tu vraiment la faire payer? Je vais essayer. Mais Arthur, ça doit rester discret. Si Dina découvre ce que je prépare, elle détruira les preuves et fuira. Peux-tu me faire confiance pour gérer ça? » Arthur étudia Byron pendant un long moment. Howard faisait confiance au système et ça l'a tué. Je ne fais plus confiance au système. Mais je fais confiance à un homme qui a traversé le même enfer et qui se bat encore. Oui, Byron, je te fais confiance.
Tandis que Byron quittait le dîner avec des boîtes de documentation d'Howard, il sentit le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Ce n'était plus seulement à propos de sa propre justification, c'était à propos de chaque père que Dina avait détruit, chaque famille qu'elle avait déchirée, chaque mensonge dont elle avait profité. Le cadre de sa vengeance prenait forme. Maintenant, il avait besoin de commencer à fermer les murs. Les enregistrements de Whitney se révélèrent plus précieux que Byron ne l'avait anticipé. Au cours de 3 semaines, elle captura Vincent et Tracy dans des conversations de plus en plus incriminantes, des discussions sur la corruption de Medina, des plans pour saboter d'autres perspectives commerciales de Byron. Et le plus accablant, des admissions décontractées sur le procès. La percée vint un jeudi soir. Whitney avait laissé son téléphone en enregistrement dans le salon en prétendant être dans sa chambre. Tracy et Vincent, croyant être seuls, parlaient librement. Je pense toujours qu'on aurait dû demander plus d'argent à Dina. La voix de Tracy passait clairement. On lui a donné l'affaire parfaite. Cet enregistrement qu'elle a fait de moi, convainquant Whitney de dire la vérité, était une assurance brillante. Mais on aurait dû être mieux compensé. Tu as eu la maison et 230 000 € dans le règlement, répondit Vincent irritablement. De plus, Dina a été utile pour d'autres choses, comme l'affaire Peck. La femme a payé une fortune à Dina pour détruire ce gars, et Dina m'a reversé 10% pour la référence. Pourtant, j'ai fait la plupart du travail avec Whitney, toutes ces sessions de coaching, lui apprenant à pleurer sur commande, créant la chronologie. Ouais. Et tu serais en prison pour parjure si Dina n'avait pas été assez intelligente pour créer des enregistrements d'assurance. Arrête de te plaindre. On a gagné, Byron est fini. L'est-il vraiment, il a ce nouveau projet et pas pour longtemps. Mais Dina me doit, le projet sera refusé. Byron sera humilié et on pourra arrêter de s'inquiéter pour lui. Quand Byron entendit l'enregistrement, il resta assis en silence pendant 1 minute entière, puis il appela Marco. Nous les tenons, dit Byron simplement. Tracy admettant avoir coaché Whitney, Vincent confessant la référence de l'affaire Peck. Tous les deux discutant de corrompre Medina. Tout était là. Jésus, souffla Marco. Byron, c'est assez... On peut aller à la police maintenant? Pas encore. Nous avons besoin de tout hermétique. Si on bouge trop tôt, ils prétendront que les enregistrements sont fabriqués ou inadmissibles. Nous avons besoin de preuves corroborantes de qui? De Dina elle-même. Nous devons l'avoir sur enregistrement. Marco resta silencieux. C'est dangereux. Si Dina soupçonne quoi que ce soit, elle ne le fera pas, parce que je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. Le plan que Byron esquissa était audacieux. Il approcherait Dina Olsen directement, sous le prétexte d'un père désespéré prêt à tout, y compris admettre sa faute pour voir sa fille. Il porterait un micro, ferait en sorte que Dina se vante de ses méthodes, peut-être même la faire glisser sur les enregistrements d'assurance ou d'autres affaires. C'est insensé, dit Marco Platement. Dina est trop intelligente. Elle verra à travers. Pas si je joue bien, pas si je semble assez brisé, assez désespéré. J'appellerai à son ego, la laisser penser qu'elle a gagné si complètement qu'il n'y a aucun risque à parler, et si elle ne mord pas à l'hameçon, alors on utilise ce qu'on a et on construit l'affaire sans sa confession. Mais si elle parle, Byron sourit froidement, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. 2 jours plus tard, Byron s'assit dans le bureau élégant du centre-ville de Dina Olsen. L'avocate était dans la 50aine, impeccablement vêtue, avec des traits aigus et des yeux calculateurs. Elle avait l'air genuinement surprise de voir Byron. Monsieur Harden, je dois dire, c'est inattendu. Je suis sûr que ça l'est, répondit Byron, laissant sa voix trembler légèrement. Madame Olsen, je sais que vous avez représenté mon ex-femme. Je sais que vous pensez probablement que je suis coupable de tout ce que Whitney a témoigné, mais je suis ici pour demander de l'aide. Dina s'adossa dans son fauteuil. L'étudiant, de l'aide pourquoi? Whitney m'a parlé, elle est confuse, troublée. Je pense qu'une partie d'elle veut rétracter son témoignage, et je suis terrifié qu'elle fasse quelque chose qui la blesse légalement. Je sais que vous l'avez protégée pendant le procès. J'espère que vous pouvez m'aider à comprendre comment la protéger maintenant. C'était un mensonge soigneusement fabriqué, conçu pour faire penser à Dina que Byron envisageait de convaincre Whitney de se taire, qu'il était assez brisé pour accepter son sort si ça signifiait protéger sa fille. L'expression de Dina changea, la surprise laissant place au calcul. C'est très noble de votre part. Monsieur Harden, bien que je sois confuse, pourquoi vous venez vers moi? Parce que vous connaissez l'affaire mieux que quiconque? Vous avez construit l'accusation? Je me dis que si quelqu'un peut me dire comment garder Whitney en sécurité légalement, c'est vous. Dina resta silencieuse un long moment.
Byron pouvait la voir peser les risques, calculer les angles. Finalement, elle sourit, un sourire de prédateur. « Monsieur Harden, j'apprécie votre honnêteté. La vérité est que Whitney rétractant serait très problématique pour elle. Le témoignage qu'elle a donné était sous serment. Le changer maintenant pourrait l'exposer à des accusations de parjure. Même si elle avait 15 ans, même ainsi, et au-delà des questions légales, il y a la question des preuves. Le tribunal a accepté certains documents, certains témoignages d'experts. Si Whitney prétendait que c'était faux, eh bien, ça soulèverait des questions sur qui a influencé ce faux témoignage. Byron laissa la confusion apparaître sur son visage. « Je ne comprends pas. » Dina se pencha en avant, sa confiance croissant. « Monsieur Harden, permettez-moi d'être franche. Votre fille a dit la vérité à ce procès. Les dossiers médicaux, la chronologie, le témoignage, tout était exact. Si elle prétend autrement maintenant, quelqu'un la presse clairement, et cette personne ferait face à de sérieuses conséquences légales. Mais et si elle était vraiment coachée? Et si quelqu'un lui avait appris quoi dire? » Le sourire de Dina s'élargit. Alors, cette personne aurait été très intelligente de créer une assurance de la documentation montrant que tout coaching était en fait une tentative d'obtenir la vérité, pas de fabriquer des mensonges. Je protège toujours mes clients. Monsieur Harden, toujours. Les enregistrements d'assurance, dit Byron, comme si la compréhension se faisait jour. Vous avez des enregistrements montrant que Whitney disait la vérité. J'ai des enregistrements montrant que toute allégation de coaching est sans fondement. Dina corrigea doucement. Des enregistrements qui détruiraient quiconque prétendant que le procès était frauduleux. Byron portait un micro. Chaque mot était capturé. Mais il avait besoin de plus. Et les dossiers médicaux. Et si quelqu'un questionnait leur authenticité, Dina balaya la main dédaigneusement. L'administrateur qui les a authentifiés a été géré. Il n'est plus une préoccupation. Et les dossiers eux-mêmes font partie de la documentation judiciaire officielle. Les contester maintenant nécessiterait des preuves qui n'existent pas. Parce que vous vous êtes assuré qu'elles n'existent pas, les yeux de Dina se plissèrent légèrement. « Monsieur Harden, je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. » Byron avait poussé trop loin. « Temps de battre en retraite ?»« Rien, Madame Olson. J'essaie juste de comprendre. Vous avez été très utile. J'apprécie votre temps. » Tandis que Byron se levait pour partir, Dina parla à nouveau. « Monsieur Harden, un conseil, quoi que vous prévoyiez, et je soupçonne que vous prévoyez quelque chose, je reconsidérerai. Vous avez déjà tout perdu? Certaines batailles ne valent pas d'être menées. Acceptez ce qui s'est passé, passez à autre chose, et peut-être que vous pouvez reconstruire une sorte de relation avec votre fille. Combattez-moi, et je détruirai le peu que vous avez laissé. » Byron croisa son regard. « Notez, merci pour le conseil. Dehors. » Byron marcha 3 pâtés de maison avant d'entrer dans un café où Marco l'attendait. Byron sortit le dispositif d'enregistrement et repassa les admissions de Dina. Les yeux de Marco s'élargirent. Elle a pratiquement confessé tout. Les enregistrements d'assurance. Gérez Eddie Vaughn. Vous menacez. Ce n'est pas assez, interrompit Byron. Elle était prudente. Elle n'a jamais explicitement admis avoir fabriqué des preuves ou coaché Whitney à mentir. Une bonne avocate, et elle est une bonne avocate, pourrait arguer qu'elle parlait hypothétiquement ou que j'ai mal compris. Alors quoi maintenant? Maintenant, on ajoute ça à tout le reste. Les enregistrements de Whitney, la documentation d'Arthur Peck, les dossiers financiers que Bud a obtenus, la recherche d'historique des affaires de Renard, la documentation de Paula Halley sur la corruption de Medina. Nous construisons un mur, Marco, brique par brique. Et quand ce sera complet, il n'y aura pas d'issue. Ce soir-là, Byron rencontra Christophe Edwards pour examiner les preuves accumulées. L'avocat étala les documents sur sa table de conférence, lisant chaque pièce méticuleusement. C'est substantiel. Dit Christophe, enfin, les admissions de Dina, les enregistrements de Whitney, la piste financière, le pattern de corruption à travers plusieurs affaires. Byron, c'est assez pour rouvrir ton affaire et déposer des accusations contre plusieurs personnes. Pas encore, insista Byron. Nous manquons la connexion entre Vincent et le sabotage de Green Horizon. Nous devons les attraper, lui et Medina, sur le fait. C'est extrêmement difficile. Medina est assez intelligent pour ne pas prendre des pots de vin évidents, et le téléphone de Byron bourdonna. Paul Haley, l'employé de la ville. « Monsieur Harden, je viens de voir quelque chose que vous devez savoir. Le commissaire Medina rencontre Vincent Hancock demain matin à son bureau privé. La réunion n'est pas sur son calendrier officiel. Pouvez-vous me donner accès à ce bureau ?» demanda Byron. « Ou au moins une façon d'observer la réunion. Le bureau a des caméras de sécurité.
je ne peux pas vous donner le flux en direct. Mais je peux m'assurer que l'enregistrement est préservé et accessible. Ce serait parfait. Après que l'appel se soit terminé, Christophe secoua la tête. Byron, même si nous obtenons une vidéo de la réunion, ça ne prouve pas la corruption. Ça le fait si les dossiers financiers de Vincent montrent des paiements aux créanciers de Medina dans les heures suivant la réunion. Marco intervint. Il avait été silencieux jusqu'à maintenant, travaillant sur son ordinateur portable, ce qui, basé sur le pattern que j'ai suivi, il fera Vincent paie les dettes de jeu de Medina chaque fois qu'il a besoin d'un vote. Le timing est toujours le même. Réunion, puis paiement dans les 24 heures. Byron sentit les pièces s'assembler, donc nous documentons la réunion, suivons le paiement et montrons le pattern. C'est une conspiration et de la corruption. C'est ça ? Accepta lentement Christophe. Mais Byron, tu dois être réaliste sur les résultats. Même avec toutes ces preuves, des condamnations criminelles sont difficiles. Dina pourrait faire face à la radiation. Vincent pourrait faire face à des accusations de fraude. Medina perdra certainement sa position, mais Tracy pourrait prétendre qu'elle était manipulée par Dina. Whitney pourrait encore faire face à des questions de parjure. Ça pourrait ne pas se terminer comme tu le veux. Je n'ai pas besoin d'une justice parfaite, répondit Byron. J'ai besoin que la vérité soit exposée. J'ai besoin que ces personnes fassent face à des conséquences. Même si ces conséquences ne sont pas la prison, j'ai besoin que Whitney soit libre de leur influence. Et j'ai besoin que mon nom soit blanchi. C'est assez. Christophe l'étudia. Tu as bien réfléchi à ça ? Je suis un architecte. Réfléchir aux choses est ce que je fais. Le lendemain matin, Vincent Hancock arriva au bureau privé d'André Medina à 9h précises. Paula Haley s'assura que les caméras de sécurité enregistraient à qualité maximale. Byron attendait dans un café de l'autre côté de la rue, regardant l'entrée du bâtiment. Son téléphone prêt ? 30 minutes plus tard, Vincent émergea l'air satisfait. Dans les 6 heures, Marco confirma qu'un paiement de 13 800 € avait été fait à l'un des créanciers de Medina, un casino à Atlantic City où le commissaire avait un compte courant. « Nous l'avons, » dit Marco. « Nous les avons tous les deux. » « Alors c'est le moment, » répondit Byron. « Temps de faire tomber les murs. » Chapitre 6. Le plafond s'effondre. Le démantèlement fut orchestré avec la précision d'une opération militaire. Byron, Marco, Christophe et René travaillèrent toute la nuit, préparant de la documentation pour plusieurs agences, la police, le barreau, le conseil d'éthique de la ville. Et les médias, mais Byron avait un dernier coup à faire en premier. À 7 heures, il appela Tracy. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle claqua. « Je veux voir Whitney. » Une dernière fois, avant que tout change. « Nous en avons déjà parlé ? Tu ne le feras pas. Tracy, je ne demande pas la permission. Je te dis que je vais voir ma fille. Et tu peux soit faciliter ça, soit le regarder se produire quand même. Ton choix ?» Il y eut un long silence. « D'accord. Cet après-midi, notre maison, 2 heures supervisées. » Byron sourit. Tracy était trop arrogante pour réaliser qu'elle venait de commettre une erreur critique. Cet après-midi-là, Byron arriva à la maison qui avait été la sienne, la maison que Tracy avait volée par des mensonges. Vincent répondit à la porte. Son expression hostile « Tu as 2 heures ? Je surveillerai. » Byron entra pour trouver Whitney attendant dans le salon. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Tracy était assise dans un coin, bras croisés, irradiant la colère. « Salut ?»« Papa ?» dit Whitney calmement. « Salut, ma chérie. » Byron s'assit en face d'elle, acutely conscient que Vincent et Tracy regardaient. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien, mieux. En fait, la thérapie aide. » Ils firent la conversation pendant plusieurs minutes, puis Byron dirigea soigneusement la conversation. « Whitney, je veux que tu saches quelque chose. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu entends au cours des prochains jours, je veux que tu saches que je t'aime. Et je te pardonne. » Tracy se raidit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Byron l'ignora, gardant son focus sur Whitney. « Je sais que tu as été manipulé. Je sais que tu as été utilisé. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Mais il est temps que la vérité sorte. » Tout ça, Byron. « De quoi parles-tu » demanda Tracy. Se levant, Byron la regarda enfin. « Je parle de justice. » Tracy, je parle de conséquences. Pensais-tu vraiment que tu t'en tirerais pour toujours ? T'en tirer avec quoi ? Tu as abusé de notre fille. Je ne l'ai jamais touchée, dit Byron calmement. Et tu le sais, tu l'as coachée à mentir. Tu as travaillé avec Dina Olson pour fabriquer des preuves. Et tu as détruit notre famille pour de l'argent. Mais c'est fini maintenant. Vincent avança menaçant. Je pense que tu devrais partir. En fait, je pense que vous devriez vous asseoir, répondit Byron. Tous les deux, parce que dans environ 30 minutes,
Des agents fédéraux vont arriver à ton bureau, Vincent, avec des mandats pour des dossiers financiers liés à ton schéma de Ponzi. Au même moment, le barreau va recevoir de la documentation sur le pattern de Dina Olson de coaching de clients pour fabriquer des allégations d'abus, et le conseil d'éthique de la ville va obtenir des preuves que le commissaire Medina accepte des pots de vin de toi, Vincent, pour saboter mes projets et approuver tes développements frauduleux. La couleur quitta leurs deux visages. « Tu bluffes ?» murmura Tracy. « Le suis-je ?» Byron sortit son téléphone et joua l'enregistrement de Tracy et Vincent discutant du procès. Leurs voix remplirent la chambre, des admissions décontractées de conspiration et de fraude. Vincent bondit en avant, mais Byron était prêt. Il recula, et simultanément, la porte d'entrée s'ouvrit. Marco entra, suivi de 2 officiers de police. « Vincent Hancock, vous êtes en état d'arrestation pour corruption. Fraude et conspiration, annonça un officier. Vous avez le droit de garder le silence ?» Tandis que Vincent était menotté et emmené, jurant et menaçant encore, Tracy s'effondra sur le canapé, le visage cendreux. « Maman !» La voix de Whitney était petite. Effrayé, Byron s'agenouilla à côté de sa fille. « Whitney, tu dois écouter attentivement. La police va vouloir te parler de ce qui s'est vraiment passé, de comment tu as été coaché pour témoigner. J'ai une avocate pour toi ?» Pas Christophe. Quelqu'un d'indépendant qui protégera tes intérêts. Elle s'appelle Rachel Schwartz. Et elle se spécialise dans l'aide aux mineurs pris dans des disputes de garde. Tu vas tout lui dire, et elle aidera à s'assurer que tu es protégé. Mais les accusations de parjure, Rachel négociera l'immunité en échange de ton témoignage contre Dina et ta mère. Tu avais 15 ans, manipulé par des adultes en qui tu faisais confiance. N'importe quel procureur raisonnable verra ça. Tracy parla enfin, la voix venimeuse. Espèce de salaud, tu vas détruire ta propre fille pour te venger de moi ? Byron se leva, regardant son ex-femme avec mépris. « Je sauve ma fille de toi, Tracy. C'est toi qui l'as mise dans cette position. C'est toi qui l'as utilisée comme arme. Je lui donne une chance d'être libre. » Le 2e officier de police approcha Tracy. « Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire concernant des allégations de conspiration pour commettre un parjure et une fraude. » Tandis que Tracy était emmenée, hurlant encore des menaces et des accusations, Byron s'assit à côté de Whitney et la serra pendant qu'elle pleurait. Marco se tenait calmement près de la porte, leur donnant de l'espace. « Est-ce vraiment fini ?» demanda Whitney finalement. « La première partie l'est, » répondit Byron. « Maintenant vient la partie difficile, la vérité, le témoignage, la reconstruction. Mais oui, ma chérie, les mensonges sont finis. » Au cours de la semaine suivante, les dominos tombèrent exactement comme Byron l'avait orchestré. Vincent Hancock fut accusé de diriger un schéma de Ponzi qui avait fraudé des investisseurs de plus de 36 millions. Son empire immobilier s'effondra en jours. Des accusations supplémentaires de corruption et de conspiration furent ajoutées. Avec ses finances gelées et ses actifs saisis, Vincent ne pouvait pas se permettre l'équipe légale de rêve qu'il avait espérée. Il faisait face à 20 ans en prison fédérale. André Medina démissionna de la commission d'urbanisme Heure avant que le conseil d'éthique ne le retire formellement. Il faisait face à des accusations criminelles pour acceptation de pots de vin et coopérait avec les procureurs, jetant Vincent et d'autres sous le bus pour réduire sa propre sentence. Le monde de Dina Olson se défit de manière spectaculaire. Le barreau lança une enquête basée sur des preuves de plusieurs affaires, y compris celle d'Howard Peck. Quand Whitney donna sa déposition, décrivant en détail comment Dina l'avait coaché pour fabriquer un témoignage, sa fille Les Nouvelles Nationales, 3 autres anciens clients se présentèrent avec des histoires similaires. Dina fut radiée dans le mois et faisait face à des accusations criminelles pour conspiration et subordination de parjure. Ses enregistrements d'assurance se révélèrent être sa perte. Quand les procureurs les obtinrent par mandat, ils montraient exactement ce que Dina pensait qu'ils cachaient. Un coaching systématique pour fabriquer des allégations, soigneusement construit pour sonner comme si elle obtenait la vérité des clients tout en faisant l'opposé. Des experts en audio forensique témoignèrent que les enregistrements avaient été édités, que Dina avait manipulé le contexte pour créer de fausses impressions. C'était brillant et c'était une preuve d'obstruction de justice. Tracy fut accusée de conspiration, mais on lui offrit un accord en échange de témoignages contre Dina. Elle purgerait 18 mois avec possible libération anticipée, plus dévastateur pour elle. Elle perdit entièrement la garde de Whitney et fut ordonnée de subir une évaluation psychiatrique. Eddie Vaughn, l'administrateur de l'hôpital qui avait authentifié des faux dossiers, fut arrêté au Nevada et extradé. Il coopéra aussi, fournissant un témoignage sur comment Dina l'avait payé pour falsifier des documents dans plusieurs affaires. Dans l'affaire de Byron,
Elle fut annulée, toutes les accusations expurgées, le juge qui avait présidé originalement, pas encore à la retraite, émit une excuse formelle depuis le banc, un mouvement presque sans précédent. Chapitre 7. La restauration. 3 mois après les arrestations, Byron se tenait dans un espace de galerie beaucoup plus grand, regardant des centaines de personnes circuler autour de sa nouvelle exposition. Le projet Green Horizon avait été approuvé à l'unanimité par la commission d'urbanisme restructurée. La première pelletée de terre aurait lieu dans 2 mois. Mais ce soir n'était pas à propos de ce projet. Ce soir était à propos d'autre chose. Lawrence McGraw approcha avec une flûte de champagne et un large sourire. Byron. C'est incroyable. L'exposition Vérité et Réconciliation. Les modèles architecturaux représentant des familles brisées, la confiance reconstruite. Tout le concept. C'est profond. Tu vas gagner des prix pour ça? Byron accepta le compliment, mais sentit le poids de ce que l'exposition représentait. Chaque modèle racontait une histoire. La famille détruite d'Howard Peck, reconstruite avec une pièce manquante, un rappel de ce qui ne pouvait jamais être restauré, d'autres familles que Dinah avait détruites, certaines trouvant maintenant justice à travers les preuves que Byron avait aidé à découvrir, et au centre, un modèle de la propre famille de Byron, fracturé, mais avec une attention particulière portée à la fondation qui restait. Whitney apparut à ses côtés, l'air plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle vivait maintenant avec Byron, dans une maison qu'ils avaient choisie ensemble, pas l'ancienne maison familiale qui avait été vendue, mais un nouvel espace où ils pouvaient construire de nouveaux souvenirs. « C'est beau, papa », dit-elle doucement. « C'est honnête », répondit Byron. « C'est tout ce que je voulais que ce soit. » René les rejoignit, maintenant une présence régulière dans la vie de Byron. « Maman et papa seraient fiers », dit-il calmement. Leurs parents étaient bien morts des années plus tôt, mais Byron sentait leur présence ce soir. L'insistance de son père sur le prénuptial qui avait commencé toute cette chaîne d'événements, la sagesse douce de sa mère sur la vérité qui émerge toujours, éventuellement. Monsieur Harden, une femme approcha, la trentaine professionnelle, yeux gentils. Je suis Shelby Wyatt. Je suis une réalisatrice de documentaires et j'ai suivi votre histoire. J'aimerais parler de faire un film sur ce qui vous est arrivé. Et à d'autres comme Howard Peck, Byron hésita. Son premier instinct était de refuser pour garder sa vie privée. Mais ensuite il pensa à Arthur Peck, qui avait attendu des années pour que quelqu'un écoute. Aux 3 autres familles qui s'étaient présentées après que la déposition de Whitney soit devenue publique, à tous les pères encore en train de combattre des allégations fausses, se noyant dans un système qui assumait la culpabilité. « D'accord », dit-il. « Parlons-en. » Le lendemain, Byron s'assit dans le bureau de Christophe Edwards pour ce qu'il espérait être la dernière réunion légale pour un moment. Les poursuites civiles sont toutes réglées, rapporta Christophe. La compagnie d'assurance de Dinah a payé significativement. Il ne voulait pas se battre vu les condamnations criminelles. Cet argent sera distribué parmi les victimes. Toi, Arthur Peck, en tant que représentant d'Howard, et les 3 autres familles recevront chacune une compensation substantielle. Je donne ma portion à une fondation, dit Byron, pour aider les pères combattant des allégations fausses dans des affaires de garde. Arthur a eu la même idée. Christophe sourit. Je pensais que tu pourrais. J'ai déjà préparé les papiers. La fondation Hardin Peck pour la vérité familiale. Ça sonne bien? Et l'appel de Tracy? Refusé. Elle purgera ses 18 mois complets. Après ça, elle sera en probation et n'aura aucun droit de garde ou de visite avec Whitney jusqu'à ce que Whitney ait 18 ans et puisse prendre ses propres décisions. Byron hocha la tête. Il ne ressentait aucune satisfaction dans l'emprisonnement de Tracy, seulement de la tristesse pour comment elle s'était complètement détruite. Elle l'avait appelé 2 fois de prison, les 2 fois pour hurler des accusations et des menaces. Il avait arrêté d'accepter ses appels. Et Vincent, procès dans 3 mois, mais il vise 15 à 20 ans. Ses avocats essaient de négocier un accord, mais le parquet n'est pas intéressé. Ils veulent en faire un exemple. Byron se leva pour partir, puis marqua une pause. « Christophe, merci pour m'avoir cru quand la plupart des gens ne l'ont pas fait, pour t'être battu pour moi-même quand ça semblait sans espoir. C'est ce que je fais, » répondit Christophe, « bien que j'admette ce que tu as orchestré, l'enquête, la collecte de preuves, le timing minutieux des révélations. C'était au-delà de tout ce que j'ai vu. Tu n'as pas juste prouvé ton innocence, Byron. Tu as démantelé une conspiration entière. Je suis un architecte, dit Byron avec un léger sourire. Je sais déconstruire les choses aussi bien que les construire. Chapitre 8. Le nouveau design, 6 mois plus tard.
Byron se tenait sur le site de construction du projet Green Horizon, regardant tandis que la fondation était coulée. Whitney se tenait à côté de lui, caméra en main. Elle avait développé un intérêt pour la photographie et documenté le processus de construction pour un projet scolaire. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?» dit Whitney, baissant sa caméra. « Est-ce que tu hais maman ?» Byron considéra la question attentivement. « Je hais ce qu'elle a fait. Je hais les choix qu'elle a faits. Mais la haïr en tant que personne, non, c'est toujours ta mère. Et j'espère qu'un jour, elle trouvera un moyen de comprendre ce qu'elle a détruit et pourquoi. Mais je ne retiens pas mon souffle. Penses-tu que je devrais la voir après qu'elle sorte? C'est ta décision. Ma chérie, quand tu auras 18 ans, tu pourras faire ce choix. Je n'essaierai pas de t'influencer dans un sens ou l'autre. Mais je dirais ça, ne la vois pas par culpabilité ou obligation. Ne la vois que si tu veux genuinement une relation et si elle a genuinement changé. Sinon, tu te prépares juste à plus de douleur. Whitney hocha la tête pensivement. Ma thérapeute dit la même chose. Elle dit aussi que j'ai besoin de me pardonner pour ce que j'ai fait. Le fais-tu? J'essaie. Certains jours sont plus durs que d'autres. Elle regarda le site de construction. Mais être ici, te voir construire quelque chose de bien après tout ce qui s'est passé, ça aide. Ça montre que la destruction n'est pas permanente. Byron passa son bras autour des épaules de sa fille. Non, ce n'est pas. Ce soir-là, Byron dîna avec Marco et René dans un restaurant qui était devenu leur lieu de rencontre régulier, Paul Haley. L'employé de la ville qui avait aidé à exposer la corruption de Medina les rejoignit. Elle et Marco avaient là commencé à sortir ensemble, un développement qui amusait Byron sans fin. À Byron, Marco leva son verre. L'homme qui a transformé la vengeance en art, je préfère penser à ça comme de la justice, répondit Byron. Mais il souriait. Justice, vengeance. Patate, patate, Marco sourit. De toute façon, tu l'as réussi. Vincent est en prison. Dina est radiée et fait face à un procès. Medina est blacklistée. Et tu as récupéré ta vie. Pas mal pour un gars qui était censé être fini il y a 3 ans. Ce n'était pas juste moi, dit Byron sérieusement. Marco, tu as fait l'enquête. Christophe a géré la stratégie légale. René a tiré les historiques des affaires. Paula a fourni les preuves sur Medina. Arthur Peck a partagé la documentation d'Howard. Whitney a trouvé le courage de dire la vérité. C'était un effort d'équipe. Mené par toi, souligna René. C'est toi qui as vu comment toutes les pièces s'assemblaient. C'est toi qui as orchestré le timing des révélations pour un effet maximum. C'est toi qui as tourné leurs propres armes contre eux. Byron pensa à ça. C'était vrai? Il avait utilisé leur arrogance, leur certitude qu'ils s'en étaient tirés, leur propre système corrompu contre eux. Il les avait laissés penser qu'ils avaient se gagner, puis avait systématiquement démoli chaque mensonge qu'ils avaient construit. J'ai appris quelque chose à travers tout ça, dit Byron calmement. Je pensais que l'architecture était à propos de construire des choses qui durent. Mais parfois, la chose la plus importante que tu peux construire est une affaire pour la vérité. Et parfois, la chose la plus importante que tu peux démolir est une structure de mensonges. Paula leva son verre. Je boirai à ça. Plus tard ce soir-là, Byron s'assit seul dans son bureau à domicile, examinant des plans pour son prochain projet, un parc mémorial dédié aux familles détruites par des allégations fausses et des pratiques légales corrompues. Il serait construit sur un terrain donné par Arthur Peck et financé partiellement par l'argent du règlement. Son téléphone sonna, un numéro inconnu, mais il répondit quand même. « Monsieur Harden, c'est Bernadette Jang. Je suis une reporter avec le New York Times. Je fais un article sur l'affaire Dina Olsen et ses implications pour la réforme de la loi sur la garde. Seriez-vous prêt à parler ?» Byron avait fait plusieurs interviews au cours des mois passés, toujours soigneusement, toujours focalisé sur les questions plus larges, plutôt que sa vendetta personnelle. Le documentaire avec Shelby Wyatt était en production. Un contrat de livre avait été offert, bien que Byron n'ait pas décidé s'il l'accepterait. « Qu'est-ce que vous voulez discuter spécifiquement ?» demanda-t-il. Les échecs systémiques qui ont permis à quelqu'un comme Dina Olsen d'opérer si longtemps, l'assomption de culpabilité que les pères font face dans les disputes de garde, le besoin de réforme et comment les allégations d'abus sont enquêtées et vérifiées, votre affaire a apporté une attention nationale à ces questions. Et je pense que votre perspective pourrait conduire à un vrai changement. Un vrai changement. C'est ce que Byron voulait maintenant. Pas juste une justification personnelle, mais une réforme systémique pour que moins de familles soient détruites comme la sienne l'avait été. « D'accord, » dit-il, « parlons-en. » Tandis que l'interview progressait, Byron se trouva à articuler des choses auxquelles il avait pensé pendant des mois, le besoin d'interviews forensiques neutres obligatoires pour les enfants.
une meilleure formation pour les juges sur le témoignage coaché, des pénalités pour les avocats qui subornent le parjure, protection pour les mineurs qui rétractent un témoignage avec immunité dans les cas où ils étaient clairement manipulés par des adultes. Vous sonnez comme quelqu'un se préparant à témoigner devant le Congrès, observa Bernadette. Le ferait-il après la publicité que cette affaire a générée? Absolument. La sénatrice Patricia Torres a déjà indiqué un intérêt pour la réforme de la loi sur la garde. Je soupçonne que vous entendrez de son bureau bientôt. Après que l'interview se soit terminée, Byron s'assit en silence. Traitant, il avait commencé ce voyage en cherchant la vengeance, voulant que les personnes qui l'avaient détruit paident. Mais quelque part en chemin, c'était devenu à propos de quelque chose de plus grand. À propos d'empêcher le prochain Howard Peck de se suicider. À propos de protéger la prochaine Whitney d'être utilisée comme arme. À propos de créer un système où la vérité importait plus que les tactiques. Il avait gagné sa bataille personnelle. Maintenant, il était temps de combattre la guerre. Un an après les arrestations, Byron se tenait dans une salle d'audience fédérale à Washington, D.C., attendant de témoigner devant le comité judiciaire du Sénat. La sénatrice Patricia Torres présidait, son expression sérieuse et engagée. « Monsieur Hardin, merci d'être ici aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire, dans vos propres mots, ce qui vous est arrivé et pourquoi vous croyez qu'une réforme systémique est nécessaire ?» Byron s'était préparé pour ce moment, mais quand il parla, les mots vinrent du cœur plutôt que d'un script. « Il y a 4 ans, j'étais un architecte prospère, un père dévoué et une personne ordinaire qui croyait que le système fonctionnait. Puis, mon ex-femme et son avocate ont décidé de me détruire en utilisant des allégations fausses d'abus sur enfants. Ma fille a été coachée pour mentir sous serment. Des preuves ont été fabriquées, des dossiers médicaux ont été falsifiés. Et le système, les tribunaux, les services sociaux, la présomption de culpabilité ont facilité cette destruction. » Il marqua une pause, regardant autour de la salle, sénateurs, journalistes, défenseurs, d'autres victimes regardant depuis la galerie. J'ai eu de la chance. J'avais des ressources, des amis qui m'ont soutenu et éventuellement des preuves qui ont prouvé mon innocence. Mais Howard Peck n'a pas eu de chance. Il a fait face aux mêmes allégations fausses, à la même avocate corrompue, au même système, et ça l'a détruit si complètement qu'il s'est suicidé. Howard Peck n'est pas ici pour témoigner, je le suis, et je parle pour lui et pour chaque parent qui a été faussement accusé et pour chaque enfant qui a été wéaponisé dans des disputes de garde. Byron présenta ses propositions, des interviews forensiques neutres obligatoires pour les enfants alléguant des abus. Enregistrés sous conditions contrôlées, des pénalités sérieuses pour les avocats trouvés avoir coaché de faux témoignages, une meilleure formation pour les juges et travailleurs sociaux pour reconnaître la manipulation. Protection pour les mineurs qui rétractent un témoignage avec immunité dans les cas où ils étaient clairement manipulés par des adultes. Les membres du comité posèrent des questions, certaines favorables, certaines sceptiques, mais Byron avait appris la patience, comment présenter des preuves méthodiquement, comment construire une affaire brique par brique. Quand il finit, la sénatrice Torres le remercia formellement, mais tandis que la session s'ajournait, elle l'approcha en privé. C'était un témoignage puissant. « Monsieur Hardin, je crois que nous pouvons construire une législation autour de ces propositions. Ce ne sera pas rapide. Rien au Congrès ne l'est. Mais je pense que nous pouvons créer un vrai changement. C'est tout ce que je demande. Sénatrice, un système où la vérité est plus importante que les tactiques, où les enfants sont protégés au lieu d'être exploités, où une personne innocente a une vraie chance de prouver son innocence. Nous y arriverons, promit-elle. Ce soir-là, Byron dîna avec Whitney, Marco, René et Lawrence dans un restaurant surplombant le Potomac. Ils célébraient, pas juste le témoignage de Byron, mais l'acceptation de Whitney dans une école d'art prestigieuse, les fiançailles de Marco et Paula, la promotion de René à associé senior, l'expansion de la galerie de Lawrence. Au nouveau début, Lawrence leva son verre, aux victoires méritées, ajouta Marco avec un sourire. Byron regarda autour de la table les personnes qu'il avait dit à soutenu, qu'il avait aidé à reconstruire, qui avaient cru en la vérité quand les mensonges semblaient insurmontables. Il pensa à Vincent Hancock, actuellement en année 1 d'une sentence de 17 ans, son empire détruit, à propos de Dina Olson, radiée et attendant un procès sur plusieurs chefs d'accusation criminels, à propos de Tracy, libérée de prison mais brisée, vivant seule, ayant perdu tout ce qu'elle avait comploté pour gagner, à propos d'André Medina, blacklisté et inemployable, sa carrière politique définitivement finie, il ne ressentait aucune joie dans leur souffrance, seulement une profonde satisfaction que la justice ait été servie, que la vérité ait prévalu, que
les conséquences et enfin rattraper les personnes qui se croyaient intouchables. « Papa !» dit Whitney doucement. « À quoi penses-tu ? À combien nous avons parcouru ?» répondit Byron. « À comment la destruction n'est pas permanente, mais la tromperie non plus ? À comment la vérité peut prendre du temps, mais elle vaut toujours l'attente ?» Très philosophique. « Taquina Marco. Je suis un architecte. Nous pensons en termes de fondation, structures, stabilité à long terme. Ce que j'ai appris, c'est que la vérité est la fondation la plus forte sur laquelle construire. Les mensonges peuvent créer des structures impressionnantes temporairement, mais elles s'effondrent toujours, éventuellement. Et quand elles s'effondrent, ajouta René calmement, tu veux t'assurer de ne pas être en dessous ? Tu veux être celui qui a déclenché la démolition d'une distance sûre ? Byron sourit. Exactement. Plus tard, marchant le long du Potomac avec Whitney, regardant les lumières se refléter sur l'eau, Byron ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en 4 ans. La paix. Penses-tu que c'est vraiment fini ? Demanda Whitney. Les batailles légales ? Oui. La guérison. Ça prend plus longtemps, mais nous sommes sur le bon chemin. Je suis fier de toi, papa, pour ne pas avoir abandonné, pour avoir riposté, pour les avoir fait payer, mais surtout, je suis fier de toi pour m'avoir pardonné. Byron arrêta de marcher et se tourna pour faire face à sa fille. « Whitney, tu étais une enfant manipulée par des adultes en qui tu faisais confiance. Il n'y avait jamais rien à pardonner, mais je suis fier de toi pour avoir trouvé le courage de dire la vérité, pour avoir témoigné même si c'était dur, pour avoir choisi l'intégrité plutôt que le confort. Ça prend une vraie force. » Whitney le serra fort. « Je t'aime, papa, je t'aime aussi, ma chérie. » Tandis qu'ils continuaient à marcher, Byron pensa au voyage qui les avait amenés ici, la destruction, l'enquête, la vengeance, la justice, la reconstruction. Tout ça avait mené ici à une vie qui signifiait quelque chose. À un travail qui importait, à une fille qui était libre. Le téléphone sonna, sénatrice Torres. Byron. La législation a passé. La loi sur la vérité et la réforme de la garde et loi, interviews forensic obligatoires, pénalité pour témoignages coachés, protection pour mineurs manipulés. Tout ça, nous l'avons fait. Byron ferma les yeux, sentant le poids des années s'alléger. Merci, sénatrice. Merci à vous, votre témoignage, votre histoire, l'affaire d'Arthur Peck. C'est ce qui a fait la différence. Vous avez tourné votre tragédie en changement ? C'est rare. Après que l'appel se soit terminé, Byron se tenait à sa fenêtre, regardant la ville. Quelque part là-dehors, un père combattait des allégations fausses. Quelque part, un enfant était coaché pour mentir. Quelque part, un avocat planifiait la prochaine conspiration. Mais maintenant, le système surveillerait. Maintenant, il y avait des protections. Maintenant, la vérité avait des armes que les mensonges ne pouvaient pas égaler. Byron Hardin avait été détruit par la tromperie, avait reconstruit par détermination et avait créé le changement par courage. L'architecte avait construit son chef-d'œuvre, pas en acier et béton, mais en justice et vérité, et il tiendrait longtemps après qu'il soit parti, protégeant des familles qu'il ne rencontrerait jamais, prévenant des tragédies qu'il ne verrait jamais, créant un legs qui importait vraiment. Il avait demandé la vengeance et obtenu la justice à la place. À la fin, c'était tellement mieux. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas